C'est ce film qui a tué le DC Extended Universe. Salut à tous, ici Flaude, et aujourd'hui à l'occasion du Supermanathon, à l'occasion de la sortie du prochain film Superman par James Gunn, on va parler du film Batman vs Superman, l'aube de la justice. Avant même la sortie de Man of Steel, une suite réalisée par Zack Snyder avait déjà été annoncée. Initialement prévu pour se nommer Man of Steel 2, le film change finalement de nom pour le titre Batman vs Superman, l'aube de la justice. Le métrage s'appuie sur un projet datant du tout début des années 2000 qui a été avorté lors de la sortie de Batman Begins et Superman Returns. Dès 2013, Zack Snyder annonce déjà qu'il va s'inspirer du comics The Dark Knight Returns, qui est un comics dans lequel Batman est vieillissant et dans lequel on a un combat entre Batman et Superman. Mais le plus gros challenge de ce film, ça va être de rattraper et de pouvoir concurrencer le Marvel Cinematic Universe qui, à cette époque-là, avait le vent en poupe. Ils étaient limite à leur prime, enfin presque à leur prime, parce que leur prime, c'est plus avec Avengers Infinity War. Et là, en seulement 2 films, il fallait qu'ils rattrapent déjà une saga de presque 10 voire 15 films. Et Warner Bros n'a pas été aidé par ses concurrents, parce que dès que Marvel a appris qu'il allait avoir un film Batman vs Superman, ils ont changé leur plan. Initialement, le 3e film de la saga Captain America devait se centrer sur la Société du Serpent. Mais dès qu'ils ont appris qu'il allait y avoir un affrontement entre les deux mastodontes de l'univers de DC, ils ont changé les plans pour en faire une adaptation libre de Civil War, qui est l'un des comics les plus cultes de l'univers Marvel, peu importe sa qualité, et qui présente également un affrontement entre deux figures de l'univers Marvel, à savoir Iron Man et Captain America. Mais bon, on reviendra sûrement sur la concurrence qu'il y a eu entre Marvel et DC au cinéma dans une prochaine vidéo. Batman v Superman, de quoi ça parle? Avant de commencer, je précise qu'on va parler de la version longue, parce que c'est la seule version regardable du film, on va pas se mentir. Bref, le film commence sur une énième représentation de l'origin story de Batman et de la mort de ses parents. Bon, c'est bon, je pense qu'on a compris, tout le monde sait comment Batman est devenu Batman, hein, voilà. Mais la scène reste stylée, même si pour moi, il faut arrêter de faire ce genre de scène sur Batman, et j'espère que James Gunn ne le fera pas avec le prochain. Snyder nous donne tout de même des slow motion comme il sait tant le faire, ça a du flow, et la scène dans le puits avec les chauves-souris qui font voler le petit Bruce rajoute un côté fantastique au personnage de Batman, qui est quelque chose qui avait un petit peu disparu depuis les films de Burton, on va pas se mentir, donc ça fait du bien. Le film continue plus d'une trentaine d'années plus tard avec l'affrontement de Superman contre Zod dans le premier film, sauf qu'ici, on suit le point de vue de Bruce Wayne, et honnêtement, c'est une très bonne idée sur le papier, sauf que je trouve qu'elle a été très mal exécutée. En fait, ça aurait été bien mieux si Bruce était déjà à Metropolis. Là, on a un Bruce qui descend en hélicoptère et va prendre sa jolie voiture pour foncer dans le tas en tant que civil. Et tout ça pour ne pas faire grand chose au final. Alors il sauve 2-3 personnes, on voit qu'il est proche de ses employés, mais tu vois, s'il l'avait intégré directement dans la ville de Metropolis, bah ça aurait donné un contexte qui fait que bah il est directement sur place, il sauve ses employés comme il peut, etc. Parce que là, c'est vraiment le mec un peu trop héroïque alors qu'il est pas vraiment, en plus il agit en tant que Bruce Wayne. On souffle un petit peu. La scène se termine sur Bruce qui fixe directement Superman, le jugeant comme responsable du désastre. Et là encore, bon bah premièrement, Bruce Wayne ne peut pas voir Superman d'ici, il n'a pas de supervision, mais bon, on va passer. Mais surtout, il est au courant que Superman se bat pour sauver tous les habitants de la Terre, donc il n'a pas vraiment de raison de lui en vouloir. Le film se poursuit 1 an et demi plus tard avec Lois Lane qui enquête dans un pays en guerre et qui est rejoint par Jimmy Olsen. Vous savez, le jeune journaliste du Daily Planet. Ah non, ici c'est une sorte d'agent secret, d'agent de la CIA ou je ne sais pas. Ok, si vous voulez. Bref, Jimmy se fait exécuter sur le champ et pendant que le chef du groupe emmène Lois de force à l'intérieur, les mystérieuses personnes qui étaient avec lui se mettent à tuer et brûler tout le monde. Tout cela pendant que les autorités essayent de régler la situation, en faisant tout sauter bien évidemment. Superman intervient afin de sauver sa dulcinée en tuant son agresseur. Oui, parce que vu le nombre de murs que le mec a traversé, il n'est pas en vie. Bref, Lois est saine et sauve, mais au final des dizaines de personnes sont mortes et Superman est tenu pour responsable. Et là on est peut-être sur le meilleur point du film, qui sera repris dans le prochain film de James Gunn, à savoir la question de Superman et de sa légitimité. Souvenez-vous, lorsqu'on a parlé de Superman 4, j'avais dit, ce qui m'avait saoulé avec ce film en partie, c'est que tous les pays du monde et tous les gouvernements le laissaient agir à sa guise, alors que ce n'est pas du tout réaliste. Ici, il y a des vraies questions qui se posent par rapport à la légitimité d'un Superman dans notre monde. Et ça, c'est cool. Il y a des trucs qui sont moins cool avec ça, mais on en parlera plus tard. Pendant tout ce temps,
on a une petite scène qui nous montre que Batman est bien de retour pour jouer des mauvais tours aux criminels. Et ce Batman est vraiment complètement barré. J'aime bien son iconisation et le fait qu'il incarne vraiment la peur, même au sein des policiers de Gotham, mais le fait qu'il marque les ennemis au fer rouge, je ne suis vraiment pas fan. Lois tombe sur une mystérieuse balle dans son carnet signifiant que l'attaque était peut-être un complot, mais elle refuse d'en parler à son compagnon. À la place, elle préfère le laisser dégueulasser la peignoir avec ses chaussures sales là. Le film continue sur Bruce Wayne qui recherche le portugais blanc, et on ne sait pas vraiment ce que c'est à ce moment-là du film, mais en tout cas, on voit Alfred pour la première fois. Et j'aime beaucoup la dynamique qu'il a avec Bruce. On sent vraiment qu'il suit Batman plus qu'il ne le soutient dans ses actions, et ça c'est cool. Juste après, on fait connaissance avec Lex Luthor, interprété par Jesse Eisenberg, et... Brother, what's that? What's that, brother? Je ne sais pas pourquoi elle a été dirigée de cette manière, enfin en vrai si on sait pourquoi elle a été dirigée de cette manière, ils voulaient sûrement recréer leur Heath Ledger en Joker, mais ça passe pas du tout. Alors ok, Lex Luthor a toujours été un peu goofy, un peu cartoonesque dans les films, mais ici on est dans des films qui ont un ton beaucoup plus sérieux, beaucoup plus sombre entre guillemets, et donc du coup son côté un peu excentrique, bah ça nous fait sortir du film parce que c'est pas du tout en adéquation avec l'univers qui est en train d'établir Zack Snyder. Donc la personnalité de Lex Luthor pour moi c'est un point négatif du film. Mais c'est peut-être l'un des seuls points négatifs de Lex Luthor parce que son plan n'est pas si raté que ça en vrai. Il compte rapatrier de la kryptonite trouvée dans l'océan Indien afin de pouvoir se faire Superman, et pour cela, il a besoin d'une autorisation qu'il pourrait obtenir grâce à la sénatrice Finch. Mais cette dernière refuse. Néanmoins, il va quand même réussir à s'incruster dans le vaisseau kryptonien et récupérer les empreintes digitales de Zod. Pendant ce temps, l'homme devenu handicapé que Bruce a sauvé au début du film commet un acte de vandalisme sur la statue commémorant Superman. Cet événement pousse Clark à se rendre à Gotham directement afin d'essayer d'en apprendre plus sur les anti-Superman, ce qui va le pousser à prendre connaissance de l'existence de Batman. Et ça, c'est un petit peu débile qu'un journaliste ne connaisse pas l'existence de Batman, surtout que Gotham, c'est vraiment à côté de Metropolis dans cet univers-là, et que, on le rappelle, Batman existe depuis plus de 20 ans dans cet univers. Alors même s'ils auraient essayé de te dire que pendant les 20 années où Batman existait, allez, on va dire les 10 années d'exercice qu'il a eu, personne ne l'a vu, ce qui serait improbable, bah le fait de ne pas avoir entendu parler de lui en tant que mythe même, c'est vraiment débile pour un journaliste. Un journaliste, il est censé être au courant d'à peu près tout, en tout cas des trucs les plus gros sur Terre. De retour aux planètes, Lois parle du projectile trouvé plus tôt dans le film à Perry White et part donc enquêter, tandis que Clark est invité à un gala par Lex Luthor. Et ce n'est pas le seul puisque Bruce Wayne y est également convié. Par contre, il trouve vraiment rien de bizarre à être invité pile au bon moment? Non? C'est Batman quand même. Ah non? Bon, ok. Les deux protagonistes arrivent donc à la soirée, et Clark ne connaît pas l'un des hommes les plus intelligents du monde, puisqu'il demande littéralement qui est Bruce Wayne. Paye ton journaliste en carton. Vraiment. Bref, pendant la présentation de Lex, Bruce croise le regard d'une mystérieuse jeune femme, jouée par la très détestable et très mauvaise actrice Gal Gadot. Puis il part vers les serveurs de Luthor, afin de découvrir ce qu'il recherche. Sauf que Clark entend la conversation avec Alfred et en déduit que le Playboy est en réalité le Chevalier Noir. S'ensuit une première rencontre assez passable entre les deux, pendant laquelle Lex s'interpose pour dire des banalités, et Bruce se fait finalement piquer les données par la mystérieuse femme. Juste après, on a selon moi la meilleure scène du film, que ce soit en termes d'image ou de représentation de Superman, puisqu'on a une scène qui suit différents sauvetages de Superman, avec un dialogue par-dessus sur la question de la légitimité d'avoir un Superman dans notre monde. Et comme je l'ai dit plus tôt, cela permet vraiment d'appuyer le côté réaliste de cet univers. Juste après ça, on apprend que les criminels marqués par le bat symbole sont pris pour cible par les autres détenus. Et même si on semble nous montrer que tout cela fait partie du plan de Lex Luthor, Batman devrait peut-être prendre en considération le fait qu'il envoie directement des gens à la mort, non? Oui, on verra plus tard que dans le film, ça ne le dérange absolument pas. Après avoir récupéré les données à la mystérieuse demoiselle, Bruce décide de les consulter. Et là, on a la scène du cauchemar. Et ok, la scène est bien réalisée et plutôt stylée. Mais déjà, comment se fait-il que dans un univers DC partagé qui se veut concurrencer le MCU, on se retrouve avec un Batman qui tue sans aucune pitié? Je sais qu'on est censé se retrouver dans un univers post-apocalyptique, mais même le Batman de Michael Keaton n'était pas aussi à l'aise avec le fait de tuer ses adversaires, c'est une dinguerie. Et surtout, ce cauchemar est en fait une vision qui confortera Batman dans son choix de tuer Superman. Depuis quand Batman ces phénomènes Raven? Et ça gâche pas mal le plan de Luthor parce que les motivations de Bruce Wayne pour aller tuer Superman, bah elles viennent en grosse partie de cette vision. Et la scène se termine en plus par Barry Allen qui vient avertir Bruce. Alors je m'y connais pas trop en Flashpoint et en voyage dans le temps, mais il faudrait m'expliquer comment le fait de voyager dans le temps te permet de donner des visions aux gens, parce que là je ne comprends pas personnellement. Le point positif en tout cas, c'est qu'on te fait un parallèle avec Clark qui découvre la mort du détenu arrêté plus tôt par Batman
et qui essaye de stopper le Chevalier Noir par les moyens légaux. Sauf qu'on lui fait clairement comprendre que le seul moyen de l'arrêter, c'est par la force. Du coup, du côté de Superman, ses raisons de vouloir arrêter Batman sont plus que légitimes et cohérentes, et son menage en bateau est très cohérent également, sans être pris pour un abruti. Du moins, pour le moment. Contrairement à Batman qui se fait manipuler bêtement par Luthor, et qui a des visions de l'espace, ce qui le pousse à parler comme un raciste et à aller tuer des douzaines d'hommes afin de récupérer de la kryptonite contenue dans le Portugais blanc, qui est finalement un bateau. Et oui, la scène est stylée et sublimée par Hans Zimmer. Mais je suis désolé, un Batman qui tue ses adversaires de manière aussi froide et brutale dans un univers partagé, ce n'est juste pas Batman. On est beaucoup plus proche du Punisher que du Chevalier Noir. En tout cas, la scène se conclut par la première rencontre des deux figures de DC en costume, et après des menaces dignes des pires embrouilles de collégiens, Superman s'en va, laissant Batman rentrer bredouille chez lui puisque Superman lui a complètement détruit sa Batmobile. Heureusement pour lui, il a réussi à placer un tracker sur la cargaison de Lex Luthor. En parlant de ce dernier, le futur chauve a réussi à manipuler l'handicapé afin de convoquer Superman au Capitole pour qu'il puisse répondre de ses actes devant la sénatrice. Dans le même temps, la femme qui avait accusé Superman avoue la vérité derrière les morts du début du film à Finch, tandis que Lois découvre le complot par elle-même. Et sur le papier, on va pas se mentir, le plan de Luthor, il est plutôt bon, à savoir faire croire que Superman est un tueur sans merci. Même si techniquement ce mec-là il est mort. Je suis désolé, mais ce premier mec-là qu'on voit dans le film, il s'est fait tuer par Superman. Mais en tout cas, faire croire que Superman est capable du pire, c'est un plan qui a de la gueule et qui sera d'ailleurs sûrement repris dans le film de James Gunn. D'ailleurs, j'aime beaucoup la phrase que sort Luthor à la sénatrice, pour le coup, concernant le fait que le plus vieux mensonge de l'Amérique est de faire croire que le pouvoir est innocent. Cette simple phrase te permet de montrer directement les motivations de Lex Luthor et les raisons pour lesquelles il craint Superman. Il n'arrive pas à se dire qu'un homme avec autant de pouvoir puisse être aussi bon. Et d'ailleurs, c'est un petit peu dommage que Batman pense plus ou moins la même chose que lui, parce que ça en fait deux êtres pas si différents que ça au final, et je pense pas que dans un univers d'ici, on veuille se dire que Lex Luthor et Bruce Wayne ont le même schéma de pensée. Surtout que dans ce film, Batman est un gogol, contrairement à Lex Luthor qui lui est un génie omniscient. Et ça, c'est un défaut du film. Le procès commence enfin, et on a le droit à un Superman qui s'exprime et qui parle un peu au peuple. C'est Superman quoi, c'est ce qu'il est censé faire. Parler et... non. Luthor fait exploser tout le tribunal. Bon, d'une certaine façon, ça permet de mettre en avant le personnage de Luthor, en le montrant comme un calculateur machiavélique. Même si c'est bon, on l'a compris dans le film, Luthor est omniscient. Mais d'un autre côté, ça renforce vraiment le côté plante verte de l'homme d'acier. Surtout que le point de vue de Batman n'aide vraiment pas. Parce qu'on voit clairement que Superman n'est pas responsable de l'explosion. Il aide littéralement des gens après l'explosion. D'ailleurs, ça permet de lancer un petit tacle à tous les gens qui disent que le Superman d'Henry Cavill ne sauve personne. En vrai, il sauve des gens. Ça reste un Superman. Mais bon, vous pouvez pas me dire qu'après le sauvetage des civils par Superman, un être aussi intelligent et calculateur que Batman ne s'est pas douté une seule seconde et n'a pas essayé de vérifier que tout cela n'était pas un coup monté pour essayer de faire passer Superman pour un méchant. Surtout que le coup des lettres de Luthor, c'est vraiment gros. Mais bon, Superman de son côté non plus, il aide pas vraiment. Puisqu'il s'envole directement, après avoir secouru les victimes, sans même lâcher un mot. Ici, je demande pas un Superman qui pleure, qui crie ou quoi, mais juste un Superman qui essaie de s'exprimer, de dire ce qui s'est passé de son point de vue. C'est le seul témoin vivant de la scène, et il ne s'est pas exprimé. Alors que c'est Superman! S'exprimer, c'est son devoir, ça fait partie de son personnage. Du coup, le silence de Superman ne fait qu'augmenter les suspicions. Mais bon, cette scène qui est assez ratée d'après moi, n'est là que pour un seul but, mettre en place l'argument de vente du film, à savoir l'affrontement entre les deux visages de DC Comics. Puisque c'est cet événement qui va pousser Batman à aller voler de la kryptonite de manière assez violente à Lex Luthor. Et en vrai, faire en sorte que ton deuxième film de l'univers partagé d'ici soit directement l'affrontement entre Batman et Superman, voue directement ton univers partagé à la poubelle et à l'échec d'après moi. Et je sais que le problème ne vient pas de Snyder, on en parlera plus tard. Luthor n'ayant plus la kryptonite, il décide de faire une expérience avec le cadavre de Zod, on parlera également de ça plus tard, tandis que Lois découvre que l'handicapé ne s'est pas ôté la vie, mais que la chaise a explosé contre sa volonté, en plus d'être recouverte de plomb. J'imagine qu'entre les deux films, Superman s'est donné une interview à lui-même, où il a exposé toutes ses faiblesses, comme la plupart des Superman. Les Superman sont trop naïfs. Quand ils arrivent dans un monde, ils aiment trop dire « je suis faible à la kryptonite, je peux pas regarder à travers le plomb ». Mais bon, ça fait partie du personnage de Superman, ce n'est pas un point négatif. Concernant Superman d'ailleurs, il a le droit à un entretien hallucinogène avec son père. Et la scène, je la trouve déjà inutile, parce que le père de Superman, bah c'est un petit peu un gros débile, on va pas se mentir. Et en plus de ça, elle est redondante. En fait, elle est là pour accentuer ce qu'on a déjà vu dans la scène avec Flash, pour nous montrer que Lois est la clé,
que Lois est le monde de Superman, sauf qu'on l'a déjà vu avec la scène de Flash, donc je trouve que ça nous sort un petit peu du film et que ça servait à rien de la mettre ici. Lois et Martha se font kidnapper par Luthor, et ce dernier jette Lois du haut d'un toit afin de parler à Superman. Il lui révèle qu'il connaît son identité secrète et que Superman doit aller tuer Batman s'il veut que sa mère survive. Bon, premièrement, la chose qui est intéressante avec cette scène quand même, c'est que l'on apprenne que Luthor a été abusé par son père quand il était plus jeune, et que c'est de là que lui vient sa crainte du pouvoir. Mais bon, le plan de Luthor repose quand même sur le fait que Batman est débile. Parce que je suis désolé, mais pour qu'il soit tombé aussi facilement dans le piège de Lex-Luthor, c'est qu'il ne fait pas partie des personnages les plus intelligents de Gotham, et qu'il n'est certainement pas le plus grand détective du monde non plus. Et puis la réaction de Superman lorsqu'il apprend que sa mère est en captivité est vraiment très impulsive. Je dis juste ça pour toutes les personnes fans de Snyder, qui se plaignent du fait que Superman va s'en prendre directement à Lex-Luthor quand ce dernier a capturé son chien et détruit sa forteresse dans le film qui arrive très bientôt. Parce que là, pour le coup, il n'a même pas essayé de le tuer, contrairement au Superman de Cavill. La forteresse de solitude étant, encore une fois, tout l'héritage kryptonien. Et d'ailleurs ici, Superman est vraiment prêt à tuer Batman, puisqu'il va jusqu'à dire à Lois que personne ne reste bon dans ce monde. Alors le but de Snyder avec cette scène, c'était encore une fois de mettre en avant Lex-Luthor en montrant qu'il avait peut-être raison sur toute la ligne. Mais c'est bon, on a compris que ton Luthor était omniscient, qu'il était omnipotent, etc. Là, tu dégrades juste le personnage de Superman en le faisant passer pour un mec qui est capable du pire. Superman sur un univers partagé n'est pas censé représenter ça. Non. Avant le grand combat Batman contre Superman, on a le droit à un joli petit teasing pour le film Justice League, qui n'est pas du tout, mais alors pas du tout forcé, dans lequel on apprend que la propagandiste, la mystérieuse jeune femme, est en fait Wonder Woman. Bref, Superman et Batman commencent le grand combat, et ok, le combat est bien réalisé et la musique est vraiment stylée. Sauf que déjà, Superman se fait avoir 2 fois par la kryptonite, ce qui n'est vraiment pas smart de sa part, et surtout, le combat n'aurait juste pas dû avoir lieu. Dans le film précédent, j'avais dit que Superman n'avait pas d'autre choix que de tuer Zod pour sauver les civils, car il n'y avait pas d'autre issue. Mais ici, rien n'empêchait Superman d'attraper Batman par le col, de monter très haut avec lui dans les airs, de lui exposer le plan de Luthor, et à partir de là, Batman, il aurait compris que Superman, il a une mère à protéger, donc il aurait compris que Superman est un humain, ça aurait fait la scène Martha sans faire la scène Martha, ils se seraient pas battus, ils auraient agarré Luthor et ça serait bien passé. Mais à la place, il fallait bien vendre les tickets, donc ils ont fait en sorte que les deux personnages soient complètement débiles et que Superman ne trouve aucun moyen de parler à Batman dans le film, alors que dans le film le dit lui-même, s'il voulait que Batman soit mort, bah il l'aurait déjà tué en fait. Et en parlant du fameux Martha, bah on connaît tous la fameuse scène de fin du film. Et dans les faits, la scène est logique et cohérente avec le comportement de ce Batman, parce que ce Batman est débile. Tout l'intérêt de la scène de Martha, comme je l'ai dit, c'est de montrer à Batman que Superman est un humain avec une mère qui en plus de ça a le même nom que sa mère. Sauf que Batman, qui est censé être le master planner, le mec qui connaît tout, qui analyse tout sur ses ennemis, il n'a pas pris la peine d'analyser son adversaire. Quand tu analyses son adversaire, notamment, tu analyses son identité, qui il est, etc. Luthor, il a réussi à découvrir en 2-2 l'identité de Batman et de Superman jusqu'à les manipuler pour qu'ils se battent entre eux, mais Batman, il n'a pas fait une simple petite enquête pour savoir qui était Superman et s'il avait des parents. Parce que s'il avait juste fait ça, ben il n'aurait juste pas détesté Superman, vu le comportement qu'il a quand il apprend que Superman a une mère, et donc du coup ça aurait juste fait un film World Finest, ce qui aurait eu bien plus de gueule qu'un film Batman vs Superman. Mais ça, le problème, il vient pas de Snyder, il vient de Warner, parce que c'est eux qui lui ont forcé à faire un film Batman vs Superman. C'était voué à l'échec depuis le début. Tu ne pouvais pas faire un film Batman vs Superman en 2e film de ton univers partagé d'ici. Ça n'avait aucun sens. Enfin bref, Batman sauve Martha dans une scène qui certes est très stylée, mais reste une scène dans laquelle Batman va tuer des gens sans aucune pitié. Superman essaye d'arrêter Luthor, mais ce dernier a déjà lancé Doomsday. Et c'est vraiment la pire façon d'intégrer Doomsday. Mais vraiment la pire. Pendant que Superman et Doomsday font la bagarre, l'autre connasse, Wonder Woman, voit le combat et il décide d'intervenir. Honnêtement, la scène de la bombe atomique est plutôt stylée, car elle permet de montrer que certains humains considèrent encore Superman, même si lui techniquement, c'est censé être Martian Manhunter. Et désolé, hein, mais Snyder, c'est comme Oda. Il invente des trucs au fur et à mesure parce que ce mec-là, à ce moment-là, en 2016, ne devait pas être Martian Manhunter, sinon il serait intervenu. Parce que là, ça rend juste le truc complètement débile. Le mec va voir Superman se faire tabasser en prime time et ne va pas agir. Parce que oui, je la sens l'excuse que voulait nous sortir Snyder. Oui, mais en fait, Darkseid a défoncé les Martiens, ce qui fait que Martian Manhunter ne veut pas intervenir, sauf si c'est pour arrêter Darkseid. Sauf que Martian Manhunter, il voit clairement que l'une des seules personnes qui peut potentiellement arrêter Darkseid, c'est Superman, et qu'il est en train de se faire Jufara par Doomsday, qui est un mec qui est aussi fort, voire plus fort que lui, parce qu'il est issu d'une mutation génétique. Donc pourquoi il va pas aller l'aider, puisque c'est la seule clé qui lui permettra de battre Darkseid. Bref, ce film a déjà tué l'univers d'ici. On continue. Pendant le combat, qui au passage est beaucoup moins intéressant que le climax de Man of Steel, Lois récupère la lance de kryptonite. Et là, c'est le grand moment.
La bouille de CGI, pardon, excusez-moi, Doomsday, est beaucoup trop fort et Superman décide de se sacrifier afin de sauver son monde, Lois Lane. Et je l'avoue, je n'aime pas trop le fait que depuis une dizaine de films maintenant, Superman soit autant obnubilé par Lois Lane. Alors, ok, c'est sa copine, il l'aime de tout son cœur, c'est normal. Mais pour moi, Superman doit à tout prix aimer avant tout l'humanité, la Terre, les humains de manière globale. Et son sacrifice doit se diriger pour eux et pas juste pour Lois Lane. Et en plus, son sacrifice ne fonctionne tout simplement pas. Puisque l'on sait que l'année suivante, on allait avoir un film Justice League. Et on sait très bien qu'on ne peut pas faire un film Justice League, surtout un premier film Justice League, sans Superman. Ça n'aurait aucun sens. Donc ça veut dire qu'en un seul film, ils ont réussi à gâcher Batman, parce que c'est devenir un mec complètement débile qui tue tout le monde. Donc c'est pas Batman. Un affrontement Batman vs Superman, parce que tu peux pas lancer ton univers d'ici avec ça. Doomsday, est-ce que j'ai besoin d'en ajouter? La mort de Superman. C'est très fort de gâcher autant de trucs en si peu de temps. Honnêtement, hein, fallait déjà reboot à partir de là. Surtout qu'aujourd'hui, Zack Snyder, il essaie de se faire pardonner en nous disant que le Doomsday qu'on voit dans Batman vs Superman, ce n'est pas le vrai Doomsday de l'univers DC, du DC Extended Universe. Donc ça veut dire qu'il voulait mettre en place le vrai Doomsday. Alors ok, si tu veux, hein. Sauf que l'utilité même de Doomsday, c'est de tuer Superman. Donc tu voulais faire quoi? Tuer Superman une deuxième fois? Refaire une redite? Ça aurait servi à quoi? À rien. Voilà, à rien. Donc là, encore une fois, Zack Snyder égale audace, c'est-à-dire un mec qui invente des trucs après pour essayer de se dédouaner de certaines choses, alors qu'il n'y avait pas pensé à l'instant T. De toute façon, je pense qu'un jour on fera une vidéo sur les 10 pires idées de Zack Snyder, parce qu'il y en a des mauvaises idées de Zack Snyder. Par contre, il faut que je revienne sur un truc, ce que lui a fait Warner Bros lors de la mort de sa fille, c'est inexcusable et inacceptable. Zack Snyder ne méritait pas ça en 2017. Bref, le film se conclut sur l'enterrement de Superman, sa réhabilitation dans l'opinion publique, honnêtement il était pas trop tôt, hein, et un énième teasing pour le film Justice League, avec bien évidemment Batman qui dit à l'autre CEO, Wonder Woman, qu'ils doivent rassembler une équipe, et Lex Luthor qui tease l'arrivée de Darkseid sur Terre. Et bien évidemment, il fallait nous rassurer en nous montrant que Superman n'est pas vraiment mort, hein, puisqu'on pensait tous bien évidemment que Superman allait rester mort dans le DC Extended Universe, au bout de 2 films. Bah oui, on le pensait tous. Ah non? Bah moi je le pensais. Non, c'est faux, je le pensais pas. Enfin bref, c'était Batman vs Superman et je suis désolé, ce film est nul. Ce n'est pas une bouse, ce n'est pas un nanar, ce n'est pas un étron. Mais le film n'est pas bon du tout, et il est même plutôt mauvais. On va être honnête, le film a quand même pas mal de points positifs, comme la musique, l'iconisation, les scènes d'action, sauf peut-être la dernière qui est en dessous des autres, mais qui reste passable, et les idées abordées notamment autour de la question de Superman. Mais le problème de ce film réside dans son concept, tout simplement. Bah oui, pour moi, t'aurais mis n'importe quel réalisateur dessus, le film aurait été nul. Parce que centrer ton deuxième film sur un affrontement entre Batman et Superman, surtout avec un Batman vieillissant, un Batman qui tue, et ben ça allait certainement vouer tout l'univers à l'échec. Fidélité, même si, oui, c'est une adaptation, etc., mais quand même, faut respecter un minimum les personnages. Là, je suis désolé, le personnage n'est pas respecté. Son code moral n'est pas respecté. Sa personnalité n'est pas respectée. Son mode opératoire n'est pas respecté. Son intelligence n'est pas respectée. Batman est raté. Superman était sauvable. Même si c'est Henry Cavill qui fait tout le taf et qui le rend aussi bien, c'est Henry Cavill parce que sur le papier, il est pas ouf. Mais pour Batman, c'est complètement raté. Et oui, sur Superman, comme je viens de dire, il est pas complètement raté, mais le problème de ce personnage, c'est qu'il est trop passif dans ce film. C'est limite, c'est que Clark Kent n'est pas plus actif que Superman. Et ça, c'est un problème, parce que c'est vraiment Superman qui doit être la face la plus active des deux. Et là, il ne fait que subir les événements du film. Il n'agit à aucun moment. Concernant Lex Luthor, par contre, je sais que même les fans de Snyder sont d'accord pour dire que c'est un mauvais antagoniste. Et en vrai, comme je l'ai dit, son ton excentrique, ça nous fait un peu sortir du film et ça colle pas avec le ton du film. Sauf que sur le papier, vu que c'est le seul personnage un petit peu intelligent, ça fonctionne quand même. Ça reste quand même un antagoniste de poids, qui est une menace, qui est intéressant. Et en plus de ça, il a des vraies raisons, des vraies motivations qui le poussent à faire certaines choses, contrairement à Batman, et juste à se renseigner 2 secondes sur Superman pour juste devenir ami avec lui directement. Et puis le film, il te tease trop de trucs. Il te tease l'affrontement de Batman vs Superman, il arrive dans le film, mais il te le tease quand même pour bien longtemps dans le film. Il te tease quand même Doomsday, qui est dans le film et qui le tease quand même bien longtemps. Il te tease l'arrivée de Steppenwolf, Darkseid. Il te tease même la calvitie de Luthor, qui n'est pas une calvitie ici, mais le fait qu'il se fasse juste raser les cheveux. Il te tease la Justice League, bien évidemment. Il te tease même Wonder Woman dans le film. Enfin, ce film te tease trop de trucs. Tu peux mettre plein de personnages dans un film et en faire un bon film, hein. Les Gardiens de la Galaxie 3, ils le font. Avengers Endgame le font, etc. Mais là, il y avait trop de trucs. Il y avait trop de trucs pour que le film soit bien digeste. Et le pire dans tout ça, c'est que Warner, ils ont coupé le film pour qu'il fasse seulement 2 heures au cinéma.
cinéma de base. Ce sont des assassins à l'époque. L'ancienne direction de Warner, c'était des assassins. Le film, c'est sûr qu'il va être ingeste. Et même l'Ultimate Edition de Zack Snyder, ce n'est pas la version complète de Zack Snyder. Il me semble que Zack Snyder, son film de base, Batman vs Superman, avec tout ce qu'il lui a demandé de mettre dedans, il durait plus de 4 heures. Et peut-être que du coup, dans cette version, on aurait eu plus de scènes avec un Superman, peut-être un Superman plus actif, etc. Mais malheureusement, on n'aura jamais cette version. Et au lieu d'avoir la version Justice League The Snyder Cut, même si il fallait avoir cette version parce que Warner, ils ont fait des crasses, parce que de base, c'est cette version-là qui devait sortir, même si elle devait pas durer 4 heures et qu'il a fait des rajouts qui de base ne devaient clairement pas être dans le film, ok. Mais j'aurais préféré quand même voir la vraie version de Snyder de Batman vs Superman, qui ne sortira jamais. Celle-là ne sortira jamais, cette version. Alors que ça se trouve, ben ça fait que ce film serait bon, hein, même si j'ai du mal à le croire, parce que, bon, comme j'ai dit, affrontement Batman vs Superman, deuxième film, ça bout ton univers à l'échec. Mais bon, je peux quand même comprendre que des gens aiment ce film parce qu'il reste divertissant. Comme j'ai dit, il y a des points positifs. Le film reste divertissant. Si tu débranches ton cerveau, c'est un excellent popcorn movie. Mais le problème, c'est quand tu rebranches ton cerveau et que tu penses au scénario et au personnage, ce film n'a strictement aucun sens. Et c'est vraiment dommage, hein, parce que Henry Cavill était un super choix en tant que Superman. Il incarnait super bien le personnage. Il était prêt à revenir même en tant que Superman lumineux, même en tant que Superman plus comics. Mais comme l'a si bien dit Thanos, c'est un petit prix à payer pour le salut. Voilà, c'était la fin du Supermanathon, fin de tous les films qui sont sortis avant 2025. La prochaine vidéo, normalement si j'ai fait les choses bien et que je suis à l'heure, la prochaine vidéo ça va être la critique du film Superman de 2025 et on va voir si James Gunn va réussir à faire le meilleur film Superman. Parce que c'est ça que j'attends de James Gunn, j'attends qu'il fasse le meilleur film Superman. J'ai vu les 3 premières minutes du film le mardi 1er juillet parce que j'avais été invité par Warner Bros. Ça partait très très bien et ben j'espère que ça va continuer sur cette lancée. Tout ce que j'ai à dire, c'était Flaude, à plus dans le bus. Salut!